Bonjour Nicolas, ravi de t'accueillir au micro de The Talent Podcast aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et pour démarrer dans ce podcast, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui que les gens ne savent pas de toi? Merci Chloé, je suis ravi d'être ici. Tous mes vœux pour 2026 à tes auditeurs et tes spectateurs de Authentique Talent. La chose qu'on ne sait pas de moi, c'est mon petit secret, c'est que je suis le deuxième utilisateur français de X et le millième mondial. Donc j'ai commencé à utiliser Twitter à l'époque, tout début 2006. Voilà, donc moi je suis hyper early sur la tech, c'est vraiment ce qui me passionne. J'essaie de toujours être en avance sur la tech. Et donc en tout cas, deuxième, aujourd'hui on est plusieurs dizaines de millions, deuxième français et millième mondial sur ce réseau social d'Elon Musk aujourd'hui. Voilà. Merci, effectivement, ça en dit long sur l'approche, le positionnement précurseur, dont d'ailleurs tu vas nous faire bénéficier autour du sujet de l'IA aujourd'hui. J'en profite pour dire que c'est un épisode un peu spécial, donc ceux qui ont la vidéo le voient, mais je vais introduire Philippe Lafont qui est avec nous pour cet épisode, comme pour d'autres épisodes d'ailleurs. Bonjour Philippe. Bonjour à tous les deux, ravi d'être là. Et donc, merci d'être là et on va co-animer l'épisode ensemble aujourd'hui. La première question pour introduire un peu le sujet, alors je l'ai dit dans l'introduction, tu accompagnes plus de 250 entreprises aujourd'hui autour du sujet de l'IA et de la formation autour de l'IA. Tu as un podcast autour de ce sujet-là qui est très connu également. Tu accompagnes dans les entreprises des gens du niveau COMEX jusqu'à finalement tous les niveaux de l'organisation. C'est quoi ta vision concrètement de là où on en est, de comment ce sujet de la formation autour de l'IA a été pris en main par les entreprises aujourd'hui? En effet, 250 entreprises accompagnées en 2 ans et demi, ça fait plein de formations que je fais avec passion, que je fais de manière ludique. Les entreprises, moi je pense qu'elles commencent à prendre en main ce sujet de l'IA. Et je pense qu'il ne faut surtout pas se précipiter, qu'il ne faut pas essayer de trop en raconter, de faire quelque chose de complexe, d'essayer de surcommuniquer sur ce qu'on fait avec l'IA. Je pense qu'il faut être honnête, réaliste. Et aujourd'hui, en fait, le niveau, moi, ce que je vois avec les entreprises, c'est tout simplement, c'est une prise en main de l'IA. Donc, pour moi, ça passe par 2 choses qui sont le choix d'un LLM, d'un modèle de langage, qui a pignon sur rue, donc on pourra en parler. Et ensuite, deuxièmement, mettre en place une formation. Moi, je propose donc des formations d'1 journée sur l'IA. Je disais, il faut absolument mettre une formation en place avant fin 2025. En tout cas, c'est sûr qu'il faut commencer à mettre en place cette formation sur 2026. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire dans un premier temps. Ouais, merci pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour échanger avec eux, donc avec certains DRH de certaines entreprises qui n'ont pas encore mis en place ces formations ou qui ont mis en place vraiment la formation avec une approche de se former à un outil. L'idée aujourd'hui, c'est de voir avec toi les bonnes pratiques, les erreurs à éviter, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact et vraiment mettre tout le monde au bon niveau pour demain. Déjà, pourquoi est-ce que c'est une erreur selon toi de former à un outil finalement, d'aborder ça sous cet angle-là pour les entreprises? Alors, parce que je pense que l'IA, c'est une révolution, une nouvelle révolution industrielle. Comment comparer l'IA? À quelle technologie comparer l'IA? Au minimum, le feu, l'électricité. On sait déjà, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que c'est bien supérieur à Internet en tant que révolution. Nouvelle révolution industrielle cognitive, après une révolution industrielle mécanique sur la force physique, il y a plus de 200 ans, qui va se passer certainement 10 fois plus rapidement que les révolutions industrielles précédentes, qui va peut-être avoir aussi 10 fois plus d'impact. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut se dire que ce sujet, tout le monde doit se l'approprier. C'est pour ça qu'on parle d'acculturation, qui semblait être un gros mot. En fait, c'est une nouvelle culture aujourd'hui. Tout le monde doit se former à l'IA, tout le monde doit l'utiliser, tout le monde doit être formé. Et être formé juste à un outil, c'est hyper réducteur, hyper dangereux. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer, parce que sinon on va arriver à une société multivitesse qui me fait peur, à des scénarios dystopiques. Se former à l'IA, pourquoi? Parce que si on est dépendant, si on connaît juste un outil, si on n'a pas tout le vernis de la compréhension de l'IA, ça va être hyper dangereux.
Ouais. Et alors, tu parlais dans notre échange avant cet enregistrement de podcast de considérer l'IA comme un collègue. Est-ce que tu peux étoffer un peu cette idée-là et nous expliquer ce que tu entends derrière? Alors, je pense qu'il faut considérer l'IA comme un collègue de plus en plus, parce que tout simplement, il faut faire la distinction surtout et se dire que l'IA, ce n'est pas un outil. Souvent, pour se rassurer ou pour rester un petit peu les yeux bandés, on dit l'IA, c'est juste un outil de plus. Ce qu'il y a, c'est que, comme le dit Harari, l'auteur de Sapiens, un bouquin qu'on adore, que j'espère que tout le monde a lu, ou que je recommande, comme le dit Harari, l'IA n'est pas un outil en plus. C'est plutôt un agent ou un collègue. Des outils qui sont capables de penser, qui sont dotés d'une capacité d'action, d'un pouvoir de décision, j'en connais pas. Donc, on parle d'agent avec une capacité d'action, d'un collègue, et c'est comme ça qu'il faut s'adresser à la voix. Pour info, d'ailleurs, Chloé, de plus en plus, on travaille avec l'IA à la voix. Donc ça, c'est quand même une révolution très importante. Moi, je fais 60 à 70% de mes prompts à la voix via une solution qui est leader sur le marché qui s'appelle Whisperflow, qui est un outil d'IA qui permet de faire de la dictée de qualité. Et donc, on interagit avec ces modèles à la voix. Et je peux te garantir que quand moi, je discute, que quand je travaille avec l'IA, en fait, je parle avec l'IA, que ce soit avec Claude, que ce soit avec ChatGPT, souvent les deux. Je leur parle un petit peu comme si c'était mon analyste, mon collègue, mon ami. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer avec eux. De toute façon, on est sur une technologie qui est tellement puissante, qui comprend tellement bien ce qu'on est capable, ce qu'on veut. On est obligé de travailler de cette manière-là. L'IA a hacké le langage, comme le dit aussi Harari. Hacker le langage, ça veut dire qu'elle nous comprend hyper bien. Donc ça veut dire que, en fait, c'est une télécommande universelle qu'on peut utiliser pour travailler avec tous les outils qu'on peut utiliser derrière un ordinateur. Et donc à partir de là, ça veut dire que l'idéal, c'est de travailler comme avec un collègue. Ça va avoir des incidences, parce que peut-être même qu'il faudra réinventer les espaces de travail, les bureaux, parce qu'on va commencer, je pense, à tous parler à notre IA. Mais dans la considération, en effet, on doit être comme avec un collègue. Alors je me mets à la place des RH qui nous écoutent. Ça soulève des tas de chantiers en fait, et je pense pas mal de pression parce qu'à la fois, déjà on va réinventer les espaces de travail, mais en plus il faut réussir à former, et donc si je t'entends, finalement former tout le monde dans l'entreprise et puis anticiper la transformation des métiers, se poser la question de qui on recrute demain, donc ça fait quand même beaucoup de sujets à se saisir. Je vais quand même démarrer par celui qui était dans ta phrase précédente, c'est de l'acculturation pour tout le monde. Aujourd'hui, j'entends des RH qui se disent il y a des métiers, des niveaux de profil où on se pose la question de vraiment à quel point c'est critique de les former. Qu'est-ce que tu en penses en termes de à qui ça s'adresse vraiment? Moi, je suis sûr de moi à ce sujet-là, d'après mon expérience des formations que j'ai pu faire, de mes podcasts, des meet-ups que j'organise. J'ai organisé 25 événements avec 150 à 200 participants depuis la sortie de ChatGPT. Donc, j'ai une bonne idée. Enfin, tu vois, j'interagis en permanence avec le public, avec des gens qui se mettent à l'IA. Ça concerne tout le monde. Alors, attention, je ne parle pas aujourd'hui des métiers manuels. Et je ne parle pas non plus forcément des métiers de l'industrie. En tout cas, sur tout ce qui est le tertiaire, sur tout job qui est fait donc derrière un ordinateur, tout le monde doit être formé à l'IA. Et de temps en temps, on peut se poser la question. Alors, il peut y avoir des cas particuliers avec des profils qui peuvent être en temps partiel, mais dans tous les cas, tout le monde doit bénéficier de cette formation à l'IA. Il faut créer un socle commun, sinon on va en laisser sur le côté de la route et ça ne fonctionnera pas. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est la responsabilité des RH de mettre en place ces programmes de formation sur l'IA. Attention, c'est quoi? C'est pas si long que ça. Se former à l'IA, combien de temps? Une journée. Alors après, c'est quelque chose, peut-être qu'il faut l'entretenir, refaire une formation tous les 6 mois pour s'updater sur les outils qui évoluent. Mais une journée suffit très largement pour devenir très à l'aise avec l'IA et explorer tout ce qu'on peut faire. Quel que soit le profil, en une journée, tu vas rendre une personne très à l'aise avec l'IA. Alors là, je peux te garantir. Alors, en une journée, moi déjà, je peux montrer, faire de n'importe quelle personne, quelqu'un qui aura vu plus que son voisin, plus que 99% des gens de choses sur l'IA. De temps en temps, on me demande de faire une demi-journée.
pense que c'est un petit peu dommage. Après, je comprends les contraintes parce que réunir des équipes pendant une journée, il peut y avoir des contraintes organisationnelles qui ne sont pas évidentes. Mais une journée, c'est un parcours qui permet vraiment de faire que ça imprègne donc, chez les salariés. Moi, j'ai tout un dispositif. Tu vois, je commence par des icebreakers, demander un petit peu aux apprenants leurs sentiments sur l'IA, ce qui leur plaît sur l'IA, ce qui leur fait peur sur l'IA. Et après, je leur montre plein de choses et je gamifie tout ça. Je finis par un quiz où je fais gagner un t-shirt de mon podcast, mais je les embarque vraiment sur une histoire et sur un voyage. Et au bout d'une journée, pour le coup, ils savent tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc, ils comprennent ça. Ils n'ont plus peur de l'IA. Il n'y a plus d'anxiété. Ils ont envie d'utiliser l'IA et ils savent dès le lendemain comment gagner au minimum une journée par semaine. Donc c'est un investissement quand même qui est totalement justifié et sur lequel tu t'y retrouves très vite. Oui, c'est sûr. Je reviens sur ce que tu dis par rapport à la formation et je trouve ça intéressant sur le fait de considérer l'IA comme un collègue. C'est presque en fait une rencontre que les gens qui ne sont pas encore des grands familiers et des grands utilisateurs devraient projeter. C'est plus comment est-ce que je vais rencontrer l'IA, et ensuite on a tous des affinités différentes et des usages différents, mais j'ai rencontré ce nouveau collègue, et moi ce qui m'intéresse dans ses capacités, pour l'instant c'est ça, je sais que je pourrais lui demander plus de choses. Est-ce que ça pourrait se matérialiser quasiment comme ça ? Et je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, cher Philippe. Et donc, la responsabilité du RH, de l'organisation, parce que c'est très important de prendre en compte le fait que l'IA au début était un sujet DSI, c'est devenu un sujet DRH. Et franchement, on attendait ça avec impatience, parce que tous ceux qui ont trop insisté sur les DSI, il ne s'est rien passé, ils ont pris énormément de retard. Aujourd'hui, ça devient un sujet DRH, et c'est la responsabilité DRH d'organiser cette rencontre, comme tu le dis, Philippe. Et organiser cette rencontre, ça veut dire justement rencontrer qui ? Donc ça veut dire quel LLM est-ce que tu vas leur présenter ? Quel modèle de langage ? Est-ce que tu vas leur présenter ChatGPT, Mistral, Gemini de Google ? Donc ça, pour le coup, si ce choix-là, tu peux le faire un petit peu en amont, en tant que RH, et en discutant avec la DSI sur les systèmes d'information en place, et là, pour le coup, tu vas faciliter cette rencontre. Oui, parce que j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, c'est pas le DRH, sauf si toi, c'est ce que tu vois dans les entreprises que tu accompagnes, mais c'est rarement le DRH qui fait le choix du LLM. Non, c'est rarement le cas. Il peut y avoir une solution qui est déjà en place. Alors, mais après, il faut aller dans le détail par rapport à ça. Si la solution en place, c'est Google aujourd'hui, alors Google qui était un petit peu en difficulté, en retard, Microsoft se moquait d'eux en disant qu'ils allaient leur apprendre à danser suite à leur investissement avec OpenAI il y a 3 ans. Google, finalement, ils ont tout pour réussir, on le savait, et en ce moment, ils sont en train de s'imposer sur le marché. Donc, moi, je forme plein d'équipes qui ont Google et finalement, ils se disent « Waouh, c'est super ». Donc ça, c'est un choix qui avait été fait avant et qui est juste un déploiement logique, une continuité logique sur les outils en place. Si par contre, ta suite existante, c'est un environnement Microsoft et que là, tu vois, c'est se dire copilote, là, pour le coup, je dis non, stop, arrêtez tout. C'est pas possible. Et ça, pour le coup, j'ai discuté avec des dizaines de DSI, d'équipes qui me disent mais si, ça va, c'est très bien. Je peux vous dire que c'est une conviction que j'ai aujourd'hui. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ce copilote. Et même avec une super journée de formation. Pour moi, c'est un casse-tête en tant que formateur. Ça veut dire que tu te retrouves avec des apprenants qui n'ont même pas la même solution, qui ont des solutions buggées, qui ont des fenêtres de contexte qui sont différents. Certains ont 3000 tokens. C'est-à-dire que tu ne peux même pas mettre un email long dans cet outil. D'autres à côté vont avoir 6000 tokens. Donc, ça va fonctionner un petit peu mieux. Et tout simplement, soyons réalistes, tu ne peux pas imposer à un collaborateur d'utiliser un outil au quotidien, sachant qu'il a dans sa poche gratuitement ChatGPT qui est 2 ou 3 fois meilleur. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, il faut faire ses choix. Alors après, ces choix, il y a d'autres dimensions. Il y a ensuite l'enjeu sur la confidentialité de la donnée, sur ta souveraineté. Donc là-dessus, tu vois, si tu as des entreprises comme Naval Group, Thales, que je peux accompagner, il y a des questions évidemment très importantes sur la souveraineté. Et donc, eux, ils sont obligés d'utiliser Mistral et des solutions locales si possible. Donc,
Ce qui est important en tout cas, c'est de choisir ce LLM. Moi, avec grand plaisir pour vous aider à choisir, pour choisir en fait un peu tout sauf copilote. N'allez pas non plus sur un DeepSeek chinois parce que là, en tout cas, si vous vous souciez un tout petit peu de vos données, ça sera pas respecté. Et ensuite, après, là-dessus, il faut se former. Se former sur cet outil, sur ce LLM. Et en vrai, on peut déjà faire énormément de choses avec ces solutions aujourd'hui. Et 10 fois plus de choses que ce qu'on pouvait faire il y a 3 ans avec ChatGPT 3.5 de manière bien plus fiable. Et après, c'est vous accompagner aussi, montrer aux équipes des outils spécifiques par rapport à leurs besoins. Il y a plein d'outils géniaux à utiliser. Leur montrer ces outils, leur présenter ces outils, être en capacité d'expérimenter sans se dire ça y est, c'est un choix que la DSI a validé, se dire tiens, on va quand même regarder ce que c'est que Notebook LM, ça peut être intéressant, ou un générateur d'images. Et après, si pendant la formation sur les cas pratiques qu'on fait, ils se rendent compte qu'il y a une utilité incroyable, par exemple, qu'ils peuvent gagner une demi-journée, qu'ils peuvent faire tout seuls ce qui leur demandait de travailler avec un prestataire et de faire 3 allers-retours, je pense que là, ils seront certainement capables de faire pression sur le management et la DSI pour avoir ces outils. Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a 10 demi-journées dans la semaine. Quand tu dis vous allez gagner une demi-journée, ça paraît énorme à tout le monde. J'ai même entendu une journée tout à l'heure. Donne-nous quelques exemples précis d'équipes que tu as accompagnées et qui, en changeant leur modèle grâce à l'utilisation de l'IA, quelle qu'elle soit, ont vraiment transformé leur façon de travailler. Bien sûr, Philippe, avec plaisir. Alors, des exemples comme ça, je pourrais t'en donner tellement qu'à la fin, la semaine elle durerait 20 minutes. Donc, mais avant ça, et de manière réaliste, parce que tout ça, ça doit être progressif, évidemment. Alors, le premier exemple, c'est l'assistant de réunion. Alors, celui-là, il n'est pas facile à prendre à installer parce qu'il y a une question de confidentialité qui est importante. On enregistre nos réunions. Donc évidemment, ça pose des questions. Où se retrouve tout ce qu'on a raconté? On peut avoir des réunions confidentielles. Donc il faut se former sur cet outil. Un assistant de réunion, si vous n'utilisez pas d'assistant de réunion aujourd'hui, vous êtes à la ramasse et vous allez vous retrouver dans une asymétrie d'information, dans un rapport de force très négatif par rapport à tout le monde. Parce que vous verrez qu'en face de vous, il y a des personnes qui auront un assistant de réunion. De temps en temps, il s'affichera d'ailleurs dans les visios. De temps en temps, il ne s'affichera pas. Et donc, ils enregistreront les réunions à votre insu. C'est interdit, mais il faut savoir que ça se fait. Donc l'assistant de réunion bien utilisé, immédiatement, c'est 1 jour par semaine dans n'importe quel métier du tertiaire. On fait tous des réunions, on a tous du contenu. C'est 1 jour gagné par semaine. Et c'est une donnée qui va être accessible partout, n'importe comment. Moi, j'ai 3 ans, ça fait 3 ans que j'utilise Fireflies. Il y en a plein sur le marché. Il y a Nuta, il y a Granola qui sont très bons. Tous, vous pouvez les utiliser comme d'habitude, sauf celui de Teams qui ne fonctionne pas du tout. Il y en a même un, tu vois, accessible. Ça, c'est un petit tuyau pour tester, pour s'y mettre gratuitement et facilement dans le dictaphone de ton smartphone. Si tu as un iPhone sur les dernières générations, t'enregistres avec le dictaphone et Apple, avec Apple Intelligence, te propose une transcription instantanée. Donc, ça permet déjà de tester. Ensuite, ce transcript, une fois qu'on a ce transcript, on va pouvoir l'utiliser avec ChatGPT, Gemini et tout ça. Utiliser ChatGPT, Gemini, Mistral sans assistant de réunion, c'est passer à côté de la puissance de 50% des LLM. Donc, c'est pas possible de travailler comme ça. Parce que c'est toute cette donnée, en fait, sur laquelle tu vas travailler avec les modèles de langage. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, donc ça, c'est une journée gagnée par semaine. Deuxième cas, Perplexity, sur la recherche d'informations. Perplexity, ce qu'on dit, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Il n'y a pas de problème de confidentialité parce qu'on est dans une posture de recherche d'informations. Contrairement à ChatGPT, par exemple, on va mettre des informations stratégiques de l'entreprise. Perplexity, on dit qu'en 15 minutes, on peut faire l'équivalent de 3 heures à 4 heures de recherche sur Google. On fait tous, pour ceux qui nous écoutent, on passe une bonne partie de notre journée de travail à faire des recherches sur Google, à transformer cette information. On peut utiliser Perplexity pour faire ça gratuitement. Donc ça, c'est génial. Perplexity, donc comme si ChatGPT et Google avaient eu un enfant ensemble, le meilleur des deux mondes, un moteur conversationnel hyper puissant et une information live et sourcée. Donc voilà, donc ça c'est encore 3 à 4 heures de gagné par jour. Et en fait, après, ça va être encore... Moi j'ai un prisme que j'utilise vraiment depuis 3-4 mois, que je peux vous révéler, qui m'a énormément aidé. Merci Chloé. Qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, moi je considère que j'utilise l'IA générative en tant que collègue, comme tu viens de dire, pour faire 3 choses.
rechercher des informations, générer des informations, analyser des informations. C'est tout ce qu'on fait en fait avec l'IA. Et au final, on peut mettre là-dedans un petit peu toutes les tâches de notre journée de travail dans ce prisme, rechercher, générer, analyser des informations. Et donc après, les autres exemples que je pourrais te donner, c'est par exemple comment faire une présentation PowerPoint. On fait tous des présentations PowerPoint. Comment faire une présentation stylée, qui respecte le masque de l'entreprise, moderne, avec, sans passer par le masque et avec des blocs qui empiètent les uns sur les autres, en 20 minutes, alors qu'avant, ça m'aurait pris peut-être 3 heures, 4 heures, voire une soirée le dimanche soir stressé pour faire une présentation pour lundi matin. Et donc, par exemple, faire des présentations, analyser la donnée, donc la présentation avec GenSpark ou avec NotebookLM. Analyser la donnée, aujourd'hui, les modèles commencent à être capables de travailler sur Excel, de faire des dashboards interactifs. C'est tout simplement extraordinaire. Donc là-dessus aussi, on peut gagner du temps. Merci, évidemment. Ça donne plein de pistes à ceux qui se posent la question, parce qu'en fait, c'est celle-ci que je me posais en t'écoutant sur il faut absolument former tout le monde dans une journée. Je sais que pour ceux qui nous écoutent et qui ont beaucoup de salariés dans leur entreprise, le coût d'une journée pour tout le monde, ça peut paraître énorme, en fait, objectivement. Après, si chacun gagne une journée par semaine derrière, je pense qu'on fait le ratio assez vite. Mais j'ai vu popper, en fait, sur le marché plein de formations IA sur les dernières années. Je pense que toi aussi, vu de ta fenêtre. Qu'est-ce qui fait la différence entre une formation cosmétique, enfin, voilà, quelque chose où on coche la case quelque part, et une formation qui aura réellement un impact? Parce que je sais que c'est vraiment aussi la question des RH aujourd'hui, de se dire, on a déjà payé plein de petits webinaires, etc. Qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact durable pour l'ensemble des collaborateurs? Très bonne question. Alors, moi, j'essaie de faire mon métier du mieux possible. J'essaie d'être le numéro 1 en France sur cette activité de la formation. Je pense que je suis la personne en France qui a le plus d'expérience avec ces 250 formations. Alors, par rapport à ce que tu dis à l'instant, Chloé, donc on peut penser déjà aussi à des formats différents. Ça veut dire que sur une formation d'une journée, on va avoir une matinée typiquement d'acculturation et une après-midi d'utilisation, ou une demi-journée. Là-dessus, évidemment, moi j'accompagne des groupes de plus de 1000 salariés, je ne peux pas faire par groupe de 10, 15, 20 sans formation. Sinon, je travaillerai que pour 2 clients depuis 2 ans. Donc là-dessus, il faut penser à des mécaniques un petit peu plus smart. Ça veut dire que par exemple, tu vois, sur une partie acculturation, on peut le faire sur des plénières. Moi, j'ai aucun problème à faire une acculturation avec 100, 200, 300 personnes dans des amphithéâtres, dans des auditoriums. Tu peux penser aussi à faire cette partie acculturation en visio ou avoir un relais en visio. Voilà, tu vois, donc je suis intervenu devant plein de collaborateurs comme ça, par exemple pour Allianz ou Société Générale. Et ensuite, après, tu as une deuxième partie sur l'utilisation. Et là, pour le coup, c'est important d'être sur des cas pratiques. Et moi, je sais que j'ai besoin de passer derrière le dos des équipes pour les dépanner quand ils sont bloqués sur leur système, qu'ils n'arrivent pas à se loguer et tout ça. Ça prend énormément de temps. Et donc ça veut dire que c'est des groupes de 10, 15, 20 personnes avec lesquelles on fait des ateliers pratiques. Ce qui nous permet justement de faire une formation qui va être efficace et surtout pas cosmétique. Les clés de cette formation efficace, la clé, tout d'abord, c'est la personnalisation de la formation. Toutes les formations que je fais, moi, je les personnalise. Je passe plusieurs heures à les personnaliser avant la formation. Déjà, on fait un cadrage avec les équipes en amont, et ensuite, personnalisation. Tous les cas pratiques que je travaille, ils sont par rapport au métier, à l'industrie et aux besoins des collaborateurs. Et ça, je peux le faire grâce à l'IA. Si je n'avais pas l'IA, j'aurais beaucoup plus de mal à le faire. Donc moi, je fais travailler les collaborateurs sur des cas qui sont réels, des cas qui... Donc par exemple, si je leur apprends à faire un compte-rendu de réunion avec l'IA, je vais générer une réunion fictive avec les différents participants de la réunion, avec les activités de l'entreprise, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Si je travaille sur ensuite un cas marketing, je vais faire la même chose. Si je crée un GPT pour faire du community management, donc un GPT, une petite application dans le chat GPT pour faire un début d'automatisation, je vais le personnaliser. Donc personnalisation, ça c'est la clé. Parce que là, ça leur parle, ils peuvent l'utiliser dès le lendemain et gagner énormément de temps. La deuxième clé sur cette formation, c'est savoir de quoi on parle. Et donc là-dessus, il faut, en fait, le plus tu connais les métiers des personnes que tu vas former, où tu as une compréhension de ce qu'ils font, le mieux ça va être.
Donc il faut trouver l'équilibre subtil entre quelqu'un en tant que formateur qui va être très à l'aise avec l'IA, qui de temps en temps peut être un peu jeune, hein, et quelqu'un de l'autre côté qui a du métier, de la bouteille, et donc il sait très précisément si ça parle. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire, tu vois, j'ai 45 ans, donc je suis un petit peu au milieu là-dessus. Tu vois, j'ai fait du private equity, j'ai été entrepreneur dans le e-commerce, j'ai travaillé à la direction de vente privée, donc un peu de toutes ces casquettes font que je sais ce que c'est des RH, des directeurs marketing, des équipes de contrôle de gestion, des équipes de développeurs. Je sais leur parler, je sais travailler avec eux. Si je ne savais pas ça, en fait, j'arriverais avec un contenu qui serait hyper froid et je serais pas capable de les engager. De la même manière, tu vois, si par exemple, moi j'adore faire des formations, moi je fais des formations sur la productivité et la créativité. Je pense que c'est hyper important parce que ça donne un côté ludique. Donc tout le temps, il y a de la génération d'images, de vidéos, de musique, dans toutes les formations, même si on fait ça pendant quelques minutes sur une journée de formation. Mais c'est hyper important. Mais si je dois faire une formation pour des réalisateurs de pub, tu vois, pour le coup, je préfère orienter des prospects et des clients potentiels vers des amis à moi qui sont réalisateurs de pub et experts de l'IA. Je sais que pour le coup, même si moi je m'éclate avec ces outils sur la créativité, je n'ai pas cette connaissance métier. Et c'est là qu'on arrive sur un point très important, qui est celui de l'expertise. Là où on aurait l'impression aujourd'hui qu'avec l'IA, l'expertise devient superflue, finalement, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas le cas. Eh bien, pas du tout, Chloé. L'expertise, elle est fondamentale. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut capitaliser sur votre expertise et ajouter à ça une bonne maîtrise de l'IA. Alors, attention, pas l'IA en mode du développement, de l'automatisation ou développer des RAG ou des systèmes complexes. L'IA en tant que bureautique. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. S'il y a des gens qui vous disent on fait des agents, on fait des RAG et tout ça, c'est pas vrai. C'est des gens qui sont... ou alors ça va être juste quelques profils. Donc c'est une bureautique. Une maîtrise bureautique qui fait qu'on peut travailler peut-être 10 fois plus rapidement et 10 fois mieux et avec 10 fois plus de confort avec l'IA sur notre zone d'expertise. Et je donne très souvent un exemple dans mes formations. Je montre une vidéo, si tu veux, d'une pub fictive qui est faite pour la marque Volvo. C'est un internaute qui fait cette pub, une pub d'1 minute. Il l'a fait en 24 heures avec un outil qui s'appelle Runway, qui est un des meilleurs générateurs de vidéos, qui coûte $20 par mois. Il fait sa pub en 24 heures. Là-dessus, moi, j'ai formé Publicis, Buzzman, Babel, un peu toutes les agences du marché. À chaque fois que je leur montre cette pub fictive, une voiture Volvo un peu en Islande, ils me disent tous « Waouh, une pub comme ça coûterait entre 800 000 et 1 million d'euros. » Donc je dis « Ok ». Sauf que moi, je me suis renseigné sur la personne qui a fait cette pub. Le type qui fait cette pub, il est réalisateur publicitaire depuis 15 ans. Donc lui, quand il utilise l'IA, il fait cette pub extraordinaire d'1 minute. Voilà. Moi, je sais très bien me servir de l'IA, je pense. Je ne peux pas faire cette pub. Je peux faire 2 secondes, 3 secondes de vidéo. Je peux faire quelques images. Mais une pub d'1 minute, qui semble une pub télé comme ça, j'en suis incapable. De la même manière, Claude Lelouch, tu lui donnes 24 heures et tu lui dis vas-y, fais-moi une pub pour Volvo. S'il n'a pas d'IA, il fera rien non plus. Donc c'est capitaliser sur votre expertise avec l'IA pour démultiplier vos compétences. Ouais, c'est intéressant et je pense que ça fait écho à pas mal de conversations qu'on a eues dans ce podcast qui rappellent qu'avant de s'affoler, il faut aussi revenir sur les fondamentaux, les bases et la maîtrise de ce qu'on recherche. J'ai envie de revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure. Tu disais que finalement, avec ton expérience, tu pouvais très bien t'adresser à des membres de Comex et parler leur langage aussi. Je vois qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui décident de se projeter sur comment j'emmène mon Comex plus loin avec l'IA. Quels sont les besoins à ce niveau-là sur ces populations qu'est-ce qu'ils attendent? Sur quoi ils sont prêts à se libérer du temps et à ton avis, où est-ce qu'il faut les emmener demain par rapport à l'IA, sachant qu'ils ont aussi beaucoup de choses, ils sont très occupés. J'imagine que les libérer une journée, c'est toujours un challenge. Il faut faire une distinction, mais elle n'est pas facile à faire, entre la formation, le conseil et la transformation et les projets.
Et en fait, comme l'IA, c'est quand même quelque chose d'assez magique et d'extrêmement puissant, en fait, tu vois, toute formation que tu fais, si tu la fais bien sur l'IA, c'est aussi un peu du conseil. C'est du conseil sur les outils, c'est du conseil sur les process, sur la manière de travailler des équipes. Donc, commencer, la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je commence par former, en effet, le COMEX. Parce que, à la base, moi, je ne fais que ça depuis 3 ans. Je fais de l'IA 12 heures par jour, avec les formations, les podcasts et les meet-up. Et même avec ce niveau d'activité, c'est une discipline de faire. Ça veut dire que même pendant les vacances, je ne m'arrête jamais, je ne peux pas m'arrêter. À Noël, il s'est passé énormément de choses. Si je rate 2 semaines, je suis plus au taquet et au courant sur ce sujet de l'IA générative. Et donc, en fait, le truc, c'est que moi, c'est ma spécialité aussi de savoir conseiller au COMEX comment utiliser l'IA, pourquoi l'utiliser, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire, quels outils utiliser. Parce que ça, pour le coup, ils ne peuvent pas le savoir. Si tu as un job à plein temps en dehors de l'IA, tu ne peux pas savoir aujourd'hui, même si tu es passionné, sauf si tu as écouté tous mes podcasts Comptoir IA et ceux d'Authentique Talent qui parlent beaucoup d'IA, mais en vrai, tu peux pas savoir exactement ce que tu peux faire avec l'IA. Donc en fait, alors que tu vois, au début, on me demandait très souvent en formation, je pouvais avoir des équipes RH, des COMEX qui me disaient voilà ce que nous on veut faire d'une manière affirmative. C'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. L'IA est un sujet trop important. Ça va être aux organisations de s'adapter à ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et tu vois, et donc c'est ouvrir les esprits, ouvrir les chakras, présenter ce qu'on peut faire sur les formations, et ensuite après imaginer une étape plutôt 2 sur de la transformation, du développement spécifique, des outils qu'on va utiliser. Et là, la transformation, elle est sans fin. Parce que en vrai, rien que une idée par rapport à ça. On disait depuis très longtemps, software is eating the world. Depuis 20 ou 30 ans. Le logiciel avale le monde et l'économie. Regardez les capitalisations les plus importantes dans le monde, c'est le cas. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est AI is eating software. L'IA avale le software, le logiciel. Donc ça veut dire que tout le marché du logiciel, ça devient une réalité. Il y a 1 an, je vais te dire, je n'y croyais pas trop. Quand je voyais des entreprises qui disaient « Moi, j'ai arrêté Salesforce, j'ai arrêté Monday, parce que je fais ça avec l'IA. » C'est ce que disait Klarna, l'intermédiaire de paiement. J'étais très sceptique. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est possible. Donc ça veut dire que tout le marché, par exemple, du logiciel, que peuvent utiliser les entreprises qui nous écoutent, peut être complètement transformé. Et la justification par rapport à ça, c'est « Attends, c'est pas quelqu'un qui va me vibe coder un petit logiciel qui va permettre de créer une plateforme pour 10 000 collaborateurs. » Mais ça, en fait, tu vois, c'est pas complètement vrai. Parce que c'est en train d'évoluer. Et il faut se dire que Salesforce, qui peut être une solution qui a pignon sur rue et qui est robuste, elle n'aura jamais le niveau de précision et le niveau de customisation, de sur-mesure, que ce que tu vas faire pour toi avec l'IA dans ton entreprise. Et au plus proche de la donnée. Et donc, en fait, il y a des changements là-dessus de paradigme qui sont hyper importants. Ça les s'envoie. et un petit conseil aussi, Chloé, je pense qu'il faut se dire aussi, en tout cas moi c'est ma ligne directrice un petit peu depuis 3 ans. Moi je dis, il faut suivre la roadmap de OpenAI, de Anthropic, qui est dit Claude, et de Google. Ça sert à rien de vouloir faire plus vite que ces acteurs-là. Sincèrement, donc ils font des sorties tous les jours. OpenAI a levé sur l'année 2025 $50 milliards pour donc faire des projets de recherche et proposer des nouveaux produits. Une entreprise même française hyper talentueuse et géniale, avec un génie français qui va lever 10, 15, 20 millions d'euros, tu vois, sur les avancées sur les produits IA, ils vont avoir du mal à avancer aussi fort que OpenAI avec tout son écosystème. Ou alors, ils se feront certainement racheter assez rapidement et ce sera une bonne nouvelle. Okay. Et du coup, comment tu projettes, si on était sur la question de Chloé sur les COMEX, eux vont pas devenir des utilisateurs quotidiens de l'AI aussi. Ils ont justement beaucoup de réunions, beaucoup de public facing, entre guillemets. On suit la roadmap d'OpenAI, on comprend ce qu'ils vont faire demain, ce qui va arriver sur le marché demain. Comment est-ce que moi, quel que soit mon sujet d'entreprise, je projette du coup les transformations qui vont être prioritaires dans mon industrie, dans mon marché? Est-ce qu'il faut que je me mette
que je suive les sorties d'OpenAI et que je dise d'abord on se met tous à la voix et effectivement on transforme nos bureaux pour tous parler à notre ordi, et quasiment moi quand je t'entendais je revoyais les box des années 90, je suis pas un énorme fan de ce genre d'environnement. Est-ce qu'on se dit en fonction de mon métier je vais prioriser des choses, en fonction de mes collaborateurs, je laisse le collaborateur s'approprier l'usage qui va lui faire gagner le plus de temps, parce que certains, ça va être les comptes rendus de réunion, d'autres, ça va être peut-être la mise en page, PPT. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont souffert sur PowerPoint et qui continuent à souffrir. Est-ce qu'on peut s'affranchir de cela ? Voilà, on a tous un peu un tropisme vers un sujet qui est le plus difficile pour nous. Comment est-ce que les entreprises peuvent donner à la fois la latitude aux collaborateurs de faire cela et en même temps accompagner ce type de choix ? Ce que doivent faire les entreprises aujourd'hui, pour moi, c'est favoriser, mettre tout en place pour que l'ensemble de l'entreprise utilise l'IA au maximum, que tu aies une adoption, un taux d'utilisation qui soit très important sur le LLM choisi et sur quelques outils périphériques. Ça, c'est ce qui va permettre petit à petit et ça c'est la révolution du moment, et je pense que cette révolution-là, elle va continuer au moins jusqu'à mi-2026, voire fin 2026. Ça, c'est en se mettant dans cet état d'esprit-là, dans ce niveau d'utilisation, dans ce climat aussi dans la tête des salariés, hein, ça veut dire être rassuré, confiant un petit peu dans l'avenir et pas anxieux juste sur l'IA, l'environnement, la confidentialité des données et le remplacement. C'est ce qui va faire qu'on va avoir des collaborateurs et des entreprises qui vont être capables ensuite d'aller beaucoup plus loin avec cette révolution agentique qui arrive. Et en fait, il ne faut pas penser qu'on va passer de zéro, de rien, à juste des agents dans l'entreprise, qu'on va remplacer l'entreprise par un workflow. Ce qui va se passer et ce qui doit se passer, ça va être une hybridation. On va avoir en fait des collaborateurs qui vont travailler avec des agents. Il y a une étude de McKinsey qui vient de sortir par rapport à ça, qui est super intéressante. La plupart des livres blancs McKinsey que j'ai lus récemment, je les trouvais pas super, mais celle-là, elle est très intéressante. Et ils te disent que ils changent tout par rapport à leurs 40 000 collaborateurs. Que pour l'instant, donc, ils avaient en 2025 3000 agents qui avaient été développés. Là, je pense qu'il faut se dire que c'est des petits agents qui permettent de gagner du temps, qui visent d'ici fin 2026 20 000 agents. Il faut savoir qu'ils ont leur IA propriétaire. Ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'elle fonctionne. Alors qu'il y a plein d'IA propriétaires qui ont été des ratés. Hein. On peut penser à Bloomberg GPT, qui est un exemple qui a coûté 350 millions de dollars à Bloomberg pour rien. Enfin, après, attention, expérimenter, ça vaut toujours le coup. Mais donc McKinsey, ils ont cette IA qui s'appelle Lily. Et on peut imaginer qu'avec la quantité de PowerPoint qu'ils ont en réserve et de données aussi qu'ils ont, j'ai l'impression que c'est un outil très qualitatif. Et là-dessus, en fait, ils demandent en fait à leurs équipes et tout simplement, ils changent leur processus de recrutement pour avoir des collaborateurs qui vont, dès les entretiens, être évalués sur leur travail avec Lily, avec l'IA, avoir des collaborateurs qui vont travailler avec l'IA sous la forme d'agents, en se disant, demain, dans 18 mois, en fait, les collaborateurs de McKinsey, ça va être quoi ? Ça va être un employé et plusieurs agents qui vont travailler avec lui à ses côtés. Ce qui veut dire que, tu vois, il revoit même les profils sur lesquels il travaille. Peut-être qu'avec Philippe, on va enfin pouvoir repasser les entretiens McKinsey. Parce que là, tout ce qui est problem solving, en fait, ils ne recrutent plus dessus. Ils vont chercher plus sur les soft skills, peut-être de temps en temps des problèmes littéraires, en disant, aujourd'hui, l'IA, Lily, l'IA maison et ChatGPT, Claude et tout ça sont totalement capables d'avoir cette compétence analytique. Donc, ce qui va compter, tu vois, ça va être plus, en fait, tes soft skills, ta relation avec le client, la compréhension du problème, mais tu vas pouvoir travailler avec tes agents. Et ça, franchement, je trouve que ça change tout. Alors justement, hein, tu parles de l'anticipation, on va dire à court terme, que peut avoir une entreprise comme McKinsey. C'est un peu
je crois, le sujet de tension pour pas mal de DRH aujourd'hui qui ont la responsabilité d'anticiper la transformation des métiers, de préparer le plus de personnes possible à préserver leur employabilité, tout en se disant il y a une partie des jobs qui vont disparaître, d'autres qui vont se transformer, on ne sait pas trop vers quoi, etc. Donc je sais que c'est un sujet quand même de pression et je comprends bien pourquoi. Il y a un an, quand on a reçu Luc Ferry dans le podcast et qu'on lui a dit... à ton avis, à quoi ça ressemble l'emploi dans quelques années? Il nous a répondu en très résumé, plus personne travaillera. C'est quoi ta vision là-dessus et ce serait quoi les pistes que tu donnerais pour réfléchir sur ce sujet? Je suis plutôt d'accord avec Luc par rapport à ça. Je pense que la responsabilité de DRH, c'est une mission, sincèrement, c'est pas une mission qui tombe tous les jours. Hein. C'est la vague des 50 ans de s'occuper de... donc il faut prendre ça avec sérieux, avec passion. Et c'est s'occuper des employés, c'est s'occuper des hommes, des personnes. Vraiment, je pense que c'est cette responsabilité de leur donner cette culture nécessaire sur l'IA générative. Je te reprends juste sur ce côté responsabilité, parce que c'est une responsabilité qui leur échoit. Il y a plein de gens qu'on connaît, nos clients, qui sont des RH par passion, qui animent justement le développement, la mobilité, la promotion de collaborateurs de toutes sortes. Et là, aujourd'hui, on leur dit, et en plus, tu vas devoir gérer le futur de ces gens, dont une partie du travail va être remplacée par des agents, des IA, ce que tu veux. C'est simplement dans la formulation où je trouve que dire à ces gens-là, c'est en plus votre responsabilité, alors qu'en fait, elle leur échoit parce que d'une part, on parle de people, et en plus, on parle de valeur de l'IA, dont Luc Ferry nous avait parlé également, et qui me semble être au cœur du futur enjeu. Donc c'est plus une mission qu'ils peuvent accepter et sur laquelle il faut aussi qu'ils arrivent à embarquer. C'est là où on voit bien que le job de DRH n'est pas simple. Les COMEX, leur CEO, parce qu'il va falloir des moyens, parce qu'il va falloir justement des accompagnements, des acculturations telles que tu les présentes. T'es bien d'accord avec cette vision-là ? Je suis totalement d'accord, Philippe. Et je te remercie de préciser ce terme. Je pense qu'une mission est bien plus appropriée, en effet, par rapport à l'ampleur du sujet qu'une responsabilité. Et alors après, et je le reconnais tout à fait, de toute façon, avec l'IA, on tâtonne sur les mots. Hein. C'est l'acculturation, c'était bizarre, c'était un prompt, c'est la notion, la AGI, intelligence artificielle générale. Les mots, c'est quelque chose de très important. Que veut dire l'intelligence? Est-ce que c'est intelligence, conscience, analyse? Donc, tout à fait d'accord avec cette question, avec ce que tu précises sur la mission. Mais ma vision, c'est que dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que personne ne sait exactement ce qui va se passer. On a une espèce de mur à un horizon de un an, grosso modo. On peut imaginer une singularité. Aujourd'hui, hein, Elon Musk vient de dire ça dans un podcast, mais en tout cas, il nous dit que au-delà de l'inertie qu'on peut avoir sur le changement du monde du travail, 50%, et ça, je suis tout à fait aligné avec ça, 50% de n'importe quel travail dans le tertiaire aujourd'hui peut être fait par l'IA. Attention, hein, si vous utilisez les meilleures solutions du marché. Donc ça veut dire aujourd'hui ChatGPT 5.2 dans Codex ou en particulier Claude Code avec le modèle Opus 4.5 de Anthropic. Avec ça, en fait, sur un ordinateur, donc en sortant du chatbot, et c'est ça qui est fascinant, alors ça ne va pas concerner tout le monde parce que c'est quand même un peu techos, au moins 50% de n'importe quel job peut être déjà réalisé. Donc par rapport à ça, ça veut dire que en fait, la mission, c'est s'assurer qu'il y a une montée en compétences pour permettre une espèce d'hybridation des collaborateurs pour qu'ils soient capables de travailler avec l'IA, d'orchestrer l'IA. Le monde d'avant, où tout simplement on faisait avec une solution digitale, tout seul, avec ces outils qui ne comprenaient pas tous les jours, Photoshop, etc., et Access, ou ce que vous voulez, c'est fini. Aujourd'hui, on est sur une production réalisée avec l'IA. Demain, dans les mois qui viennent, on va arriver sur une production orchestrée par nous, orchestrée avec l'IA, où c'est l'IA qui va utiliser plein d'outils. Donc tout va s'accélérer. Et donc, par rapport à ça, la bonne situation dans laquelle on veut être, c'est dans ce rôle de chef d'orchestre et de collègue avec l'IA. Surtout pas se retrouver dans une situation dystopique qui fait peur, hein. C'est un exemple que j'aime rappeler. C'est les Philippines sont le pays avec le plus fort taux d'adoption de l'IA. On était, il y a déjà 1 an et demi, à 80% de taux d'adoption de l'IA. Donc c'est la part de la population qui utilise l'IA par semestre sur la population active.
80-85%, là où on est en France aujourd'hui à 44%. Voilà. Donc c'est énorme. Mais ce qui sort de cette histoire, c'est qu'on dit les employés philippins, on leur a présenté l'IA dans toutes ces boîtes d'outsourcing, de call center, en leur disant l'IA va t'aider. Et le retour de ces équipes, il y a quelques articles du New York Times là-dessus qui sont sidérants. Les équipes disent malheureusement, je me suis rendu compte que l'IA finalement elle m'aidait, mais surtout que l'IA c'était mon boss. Et ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est dystopique. Et donc, pour éviter ça, il faut se former, s'hybrider et monter en compétence avec l'IA pour être capable de collaborer avec elle. Ça, c'est ça. C'est comme ça que ça se passait. Sur les conséquences sur le marché du travail, moi, je pense, Keynes le disait, ça c'est quand même assez drôle ou assez dingue. Keynes, l'économiste, John Maynard, qu'on connaît tous, pour ceux qui ont fait des cours d'économie en tout cas, disait en 1930, en 2030, on travaillera 15 heures par semaine. Et donc ça, c'est quand même assez sidérant comme prédiction. Et aujourd'hui, c'est ce que nous disent Bill Gates, Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, le patron de Zoom, qui sont quand même des personnes qui sont assez informées sur ces sujets, nous disent d'ici 2030, en tout cas, on travaillera 2 jours par semaine. Donc je pense qu'on va y arriver rapidement. Ça se comprend aussi par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment vous allez gagner du temps. Ça fait des années qu'on me promet ça. On verra. Tu fais une distinction de secteur. Tu l'as fait à plusieurs reprises dans cet épisode. Et ça me fait penser que la semaine dernière, j'avais une conversation avec une DRH d'un grand groupe industriel et qui me disait « Ok, mais tout ça aujourd'hui chez nous ne nous concerne pas tant que ça par rapport à nos métiers. » Voilà, comment tu répondrais ? Alors non, c'est pas vrai. Et donc... Évidemment, le plus facile et le plus évident, c'est les métiers du tertiaire et c'est les jobs qu'on pourrait faire derrière un ordinateur. Ça, c'est sûr. Ce qu'on peut faire derrière un ordinateur, on a tous été surpris, mais au final, ça, on peut en automatiser une grande part parce que l'IA comprend la machine mieux que nous, dialogue avec la machine mieux que nous. Mais dans l'industrie, moi, j'ai formé pas mal de boîtes industrielles. J'ai formé une aciérie, tu vois, à Porcheville récemment, des boîtes d'emballage. Et c'est passionnant et on s'éclate. Et ça peut concerner tout le monde. Alors, ça concerne déjà les COMEX, les équipes dirigeantes, évidemment. Mais ensuite, après, si on va un cran plus loin, ça peut concerner l'ensemble des effectifs. Donc, je m'explique. Sur des COMEX, par exemple, moi, je fais une formation. Je leur montre aujourd'hui quelque chose qui est très nouveau. Si vous ne connaissez pas, essayez. C'est donc NotebookLM dont je parlais tout à l'heure, qui inclut le générateur d'images de Google, Nano Banana. Donc derrière ce nom marrant se cache un générateur d'images extrêmement puissant. Et donc là-dessus, j'ai montré ça à ces équipes, ils ont tous halluciné. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous dans une série par exemple, des modes opératoires qui font des pages et des pages en PDF que personne ne consulte, qui sont vraiment pas sexy. Un mode opératoire d'une aciérie, il y en a un paquet. Tu le mets dans NotebookLM, tu en as une infographie, une version illustrée qui peut être magnifique et tu as l'impression de voir la plus belle des BD, le plus beau des Tintins et c'est hyper clair et en plus la plupart il faut toujours vérifier quand même, surtout sur des sujets comme ça qui peuvent être risqués. On fait appel à l'intelligence humaine, relecture systématique, mais tu arrives à créer un document qui est magnifique. Un autre exemple, ma première formation, j'ai formé une entreprise d'autocars dans le sud de la France. Le groupe Verbus, qui a donc des centaines, un voyagiste avec des centaines d'autocars, de chauffeurs de cars, chauffeurs d'autobus. Et là-dessus, en fait, ce qu'on oublie aussi, alors c'est penser à des plans de formation différents, adaptés. Mais ces chauffeurs de bus, ces chauffeurs d'autocars, de tourisme, l'IA les aide énormément, d'autant plus à la voix. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ils doivent faire des rapports sur leur trajet. Ils doivent essayer d'optimiser le carburant. Ils doivent faire tout un tas en fait de synthèses, de comptes rendus qu'aujourd'hui ils peuvent faire avec une petite IA vocale qui va être accessible, que ce groupe a développé suite à ma formation et qui va être accessible sur leur smartphone. T'as donc parmi ces chauffeurs certaines personnes qui sont illettrées, qui ne savent pas lire. C'est tout simplement, tu vois, c'est par rapport aussi au handicap, c'est quelque chose de phénoménal. Et là-dessus, tu peux avoir
un gain sur la qualité de l'information de l'entreprise, le temps gagné, le confort d'un chauffeur d'autocar ou de quelqu'un qui travaille sur site dans une usine qui est colossal. Sans compter, ça c'est plus des sujets conseils, transformation. Aujourd'hui, quand tu sais ce que peut faire un modèle comme Gemini, qui est le meilleur modèle du monde, grand public, le meilleur modèle du monde, Gemini de Google, sur la compréhension d'une vidéo, Gemini, tu peux lui donner une vidéo d'1 heure, un match de foot, ou la vidéo d'une usine ou d'un chantier, et lui dire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je devrais corriger. Il va te faire un audit de ce que tu vas lui donner qui va être complètement bluffant. Et après, sur lequel il faudra repasser, mais il t'aura peut-être fait 60 à 70% du travail. Donc là-dessus, t'imagines, les applications industrielles sont sans fin aussi. Bon, ce que je note, c'est que même ceux qui pensent ne pas être concernés peuvent mériter de s'y pencher. On les tous, ça c'est sûr. Et tu parlais de compétences autour, pardon. Et après, je sais que Philippe, tu as une autre question, mais tout à l'heure, tu parlais de compétences qu'il va falloir développer autour et du coup de l'importance à nouveau des soft skills. Vu de ta fenêtre, je comprends qu'il va falloir développer pour tout le monde une acculturation à l'IA. Qu'est-ce qui ressort comme d'autres compétences, du coup, peut-être plus soft à côté, auxquelles tu conseillerais à tout le monde de se renforcer pour demain? J'ai trouvé justement quelque chose là, dans cette étude de McKinsey qui était très bien. C'est... Alors, et je vais mettre ça en parallèle, c'est la créativité. L'IA, aujourd'hui, peut être créative. Donc, attention aux idées reçues, mais l'être humain peut être très créatif. L'ambition, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans l'entreprise. Et le jugement. Ces IA, aujourd'hui, on est quand même à la base sur des modèles de langage qui sont construits selon un mécanisme qui est prédire le mot suivant, predict the next token. Ils n'ont pas été formés pour juger, se faire un avis. Donc, créativité, ambition et jugement, je pense que c'est très important. Et je mettrai ça en parallèle. Alors après, je ne veux pas perdre nos spectateurs, mais Elon Musk nous dit aussi, selon lui, quelles sont les valeurs, pour le coup, qui doivent guider l'IA. Là, j'ai parlé des valeurs des salariés, des équipes, créativité, ambition, jugement. Et l'IA, il nous parle en tout cas la vérité, la curiosité et la beauté. Et je pense que c'est des notions qui sont aussi assez importantes pour driver l'IA. Donc on définit bien ce que c'est que la vérité, évidemment, avant que de laisser... Mon prisme est assez simpliste, mais en tout cas, il faut en parler, il faut se poser les questions. La pire des choses, c'est d'occulter ces sujets ou de tout simplement ne pas utiliser, pas essayer. Moi, ce que j'adore aussi, c'est avoir des réfractaires sur des formations et que je peux les convertir. Ça m'arrivait pas plus tard qu'hier à Toulouse. Et tout simplement, tu vois, il faut donner les clés, expliquer, montrer que tout le monde peut gagner quelque chose par rapport à ces technologies. Et alors, les réfractaires, est-ce qu'ils ressortent réfractaires ? Ah non. Les réfractaires, je te dis, ils ressortent. J'ai un message que j'ai même montré à Philippe la semaine dernière. Ils ressortent galvanisés la plupart du temps de mes formations. Alors galvanisé, c'est parce que l'effet que je cherche à avoir à chaque fois, parce que on est sur une transformation qui doit être pensée, qui doit être stratégique. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il faut donner envie d'utiliser l'IA au minimum 30 minutes par jour. C'est ça que je recommande, moi, à tous les collaborateurs. Alors, je sais que le temps file vite, donc il me reste une multitude de questions, mais je vais en choisir 2 pour boucler l'épisode. Et puis, évidemment, j'inviterai tous les gens qui nous écoutent à revenir vers toi en direct si eux aussi en avaient d'autres sur leur liste. Mais on voit déjà apparaître, déjà encore, je ne sais pas où ça a commencé ni où ça va terminer, mais un risque de lassitude, de rejet de l'IA. Voilà, on en entend beaucoup parler. Certains qui sont moins enthousiasmés que toi par le sujet commencent à se dire on parle plus que de ça. Qu'est-ce que tu en penses et comment, et comment agir là-dessus ? J'en pense que c'est tout à fait normal. Comme me le disait mon ami Fred de l'agence Fred et Farid, agence de communication, on a toujours tendance et contre-tendance. Donc sur une tendance aussi forte, un sujet aussi important que l'IA, c'est normal et obligatoire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'y opposent. On avait le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février dernier, porté par la ministre Clara Chapaz. On a le contre-sommet de l'IA avec des gens qui exprimaient aussi leur crainte, leur rejet de ces technologies.
je pense qu'il faut faire en sorte d'accompagner, et c'est la mission dont parlait Philippe, le plus grand nombre par rapport à ça. Pour pas se retrouver dans une société multivitesse avec certaines personnes qui vont être capables de faire tout seul l'équivalent du travail de 50 personnes, d'autres personnes qui vont travailler 2 jours par semaine, ce qui fait plus ou moins 15 heures, et d'autres personnes qui ne travaillent pas du tout, tout simplement, et qui pourraient se retrouver un petit peu exclus parce qu'ils ne sont pas capables de travailler à l'heure de l'IA, au rythme de l'IA. Donc là-dessus, il faut accompagner tout le monde, il faut évangéliser, donner envie. C'est une technologie on n'a jamais eu une technologie, vous avez tous vu des études là-dessus, avec une adoption aussi rapide. ChatGPT aujourd'hui, c'est 900 millions d'utilisateurs, c'est plus de 10% de la population mondiale en 2 ans et demi, 3 ans. C'est phénoménal. Donc, on construit en ce moment l'infrastructure de l'IA, elle sera partout autour de nous. Donc, par rapport à ça, en fait, on ne peut pas l'ignorer. Par contre, il faut respecter les gens qui se posent des questions. Et il est très important aussi de les informer. Parce qu'on peut avoir des personnes qui ont utilisé, par exemple, ChatGPT il y a 3 ans et demi, qui étaient pleins d'hallucinations. Vous lui demandiez à l'époque quels sont les œufs les plus gros, ceux de la vache ou ceux de la poule. Et vous disiez, évidemment, c'est ceux de la vache qui sont plus gros, ils sont plus durs, etc. Parce que c'était la construction du modèle de langage. En 3 ans et demi, ça a bien évolué. Les modèles commencent à savoir qu'ils ne savent pas. Et donc, il y a des personnes qui se sont arrêtées, qui ont été bloquées là-dessus. Donc, il faut essayer de les remettre aussi sur le sujet. Pareil sur l'environnement. La consommation d'énergie de ces modèles, elle est colossale. C'est le goulot d'étranglement. En revanche, il y a quand même un point très positif, hein, c'est que l'efficience des modèles, plutôt le coût d'un prompt en électricité a été divisé par 300 en 3 ans. Donc, ça, c'est quand même très important. Et du coup, question de clôture, hein, tu nous as donné déjà beaucoup de pistes pendant l'épisode, mais du coup, on a une audience RH qui nous écoute aujourd'hui. Avec quels conseils t'aimerais les laisser ? Bien, comme je le disais, je pense il faut absolument s'y mettre. Donc, ça veut dire choisir un outil, faire en sorte que tous les collaborateurs aient un outil, un LLM, comme je disais, ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral. Voilà ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est proposer cet outil aux collaborateurs et ensuite, après, les former sur ce sujet, les accompagner. Je pense sur une formation d'1 journée. Après, les modalités, on peut les optimiser pour faire en sorte que tout le monde bénéficie de ces outils. C'est génial sur l'ambiance. C'est un cadeau qu'on fait aux collaborateurs. C'est hyper important. En général, je pense qu'ils sont très reconnaissants. Ils travaillent mieux aussi par la suite. Et c'est quand même assez extraordinaire. On s'est tous dit, par exemple, une idée ne vaut rien. Ce qui compte, c'est l'exécution, la réalisation. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. À l'heure de l'IA, avec une idée, on n'est qu'à un prompt de créer un projet ou d'en faire une action, on va dire. Et ça, c'est phénoménal. Donc, il faut absolument en profiter le plus tôt possible, parce que l'IA est un TGV en accélération permanente. Et donc, le plus tôt on monte dans ce train-là, le plus facile ce sera à prendre en main. Et je vous encourage donc absolument à profiter de ces outils géniaux. Après, je ne veux pas être béat d'admiration non plus sur l'IA. Évidemment, il y a plein de risques, ça chamboule énormément de choses. Espérons que peut-être ça nous conduise à une société de l'abondance. Il ne faut pas oublier qu'on a plein d'enjeux devant nous, avec la démographie, avec l'économie. Et en tout cas, l'IA et la robotique peuvent être des solutions majeures pour les prochaines années. Bon, t'es pas béat d'admiration, mais très, très positif, très enthousiaste. Merci beaucoup pour cet épisode. Voilà, je sais qu'on a déjà fait une grosse partie du timing. On va clôturer là, du coup. On fait des grands gestes. Et on n'hésitera pas à revenir vers toi, du coup, Nicolas, si on a des questions complémentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Philippe. C'était un plaisir. Merci, Nicolas.